Et pour animer ce débat, donc on avait Emilio Mellet qui est déjà relou, qui est journaliste à la rubrique politique, et Jessica Stéphane qui notre journaliste spécialiste des questions environnementales. Bon débat. Merci Laurent, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour cette table ronde à l'Agora de la Fête de l'Humanité. Aujourd'hui, nous voulions vous parler de chiffres. Le premier chiffre dont on voulait vous parler, c'est le chiffre numéro 43, comme le nombre de reculs environnementaux qui ont été dénombrés par le réseau Action Climat lors des 6 premiers mois de l'année. En face, nous décidons de poser un autre chiffre, vous l'avez vu, vous êtes probablement signataire, d'ailleurs 2,1 millions, c'est le nombre de citoyens qui ont signé la pétition cet été contre la loi du plomb. Et jamais 203, un troisième chiffre, c'est le chiffre 10. Cela fait 10 ans que l'accord de Paris a été signé, mais son principal objectif, à savoir contenir un réchauffement climatique en deçà d'un réchauffement à plus 1,5 degré Celsius, est déjà enterré. Et c'est dans ce contexte que s'ouvrira au mois de novembre la COP30 au Brésil, à Belém. Donc, à l'heure où l'écologie est de plus en plus invisibilisée, et surtout où elle subit les attaques coordonnées des libéraux et de l'extrême droite partout dans le monde, il nous faut ici discuter de la marche à suivre pour remettre l'écologie sur le devant du débat public et obtenir des victoires. Et donc, pour échanger, nous accueillons 4 invités. Donc, Lucie Pinson, vous êtes fondatrice de l'ONG Reclaim Finance et donc spécialiste des questions de finance. On accueille aussi Robert Votard. Robert Votard, vous êtes climatologue et coprésident du groupe numéro 1 du GIEC. Avec nous également cet après-midi, Cécile Duflot. Vous êtes directrice générale d'Oxfam France et ancienne ministre du Logement. Et Camille Etienne, militante écologiste, très investie dans la lutte contre l'exploitation minière des fonds marins, contre les polluants éternels et pour la taxe Zuckman. Et donc, merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation à échanger à l'Agora aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Peut-être pour ouvrir un peu cette rencontre, Robert Votard, on se tourne vers vous. Quel est l'état du monde aujourd'hui ? Quel est l'état du climat alors qu'on commence à voir et à ressentir les effets du changement climatique, alors que les phénomènes extrêmes s'accélèrent? Où est-ce qu'on en est? Alors, force est de constater que ça va pas très fort. Quelques chiffres. On doit être à peu près aujourd'hui à un réchauffement moyen, on va dire, d'environ 1,3 à 1,4 degrés. On n'est vraiment pas loin des 1,5, qui sont un seuil, certes, bon, c'est un seuil qui a été décidé, mais c'est pas parce qu'on le dépasse que tout est fichu. On a aujourd'hui des concentrations de CO2 dans l'atmosphère comme on n'a jamais eu depuis des millions d'années. On a une vitesse de réchauffement aujourd'hui sur le climat global qui est inédite depuis au moins 2000 ans, mais probablement beaucoup plus, qui menace les équilibres de la vie sur Terre, les sociétés, la faune, la flore, des vagues de chaleur qui deviennent de plus en plus fortes, on l'a vu cet été, mais c'est vrai partout aussi dans le monde. D'autres extrêmes, la sécheresse, augmentation des sécheresses par plus de chaleur, donc plus de sécheresse, et aussi plus de pluies extrêmes occasionnant des inondations. Plus de 3 millions de personnes sur Terre qui vivent dans des conditions de vulnérabilité au changement climatique. J'ai 2 secondes pour dire pourquoi. En résumé, il faut toujours le rappeler. Le gaz carbonique, le fameux CO2, il s'accumule dans l'atmosphère du fait de la combustion des énergies fossiles, principalement, à 90%. Donc, charbon, pétrole, gaz, fabrication du ciment. L'élimination naturelle des émissions que l'humanité va envoyer, pas l'humanité. C'est pas nous, hein. Voilà, l'humanité va envoyer pendant ce siècle et les siècles précédents aussi, mettra des centaines de milliers d'années à disparaître. Donc, ce qu'on émet dans l'atmosphère aujourd'hui, ça va mettre des centaines de milliers d'années à disparaître.
Voilà. Dans 1000 ans, il en restera encore, et c'est pour ça qu'on a une responsabilité historique. C'est un processus irréversible à l'échelle de la vie humaine, très clairement. Et c'est aussi un processus très injuste, parce que la responsabilité des émissions aujourd'hui incombe à des pays qui ne subissent pas le plus les conséquences. Voilà. Malgré ça, pas se décourager, on continue. Il y a quand même beaucoup de progrès qui sont faits, on pourra y revenir si on parle des COP. Je vais aussi prendre un ton positif pour ne pas faire croire que tout est foutu. C'est pas vrai. Voilà, je rends la parole. Justement, vous parlez des COP. Emilio, tu l'as rappelé en ouverture de ce débat. On approche à quelques mois, quelques semaines des 10 ans de l'accord de Paris sur le climat. La COP 30 va s'ouvrir à Belém très prochainement. C'est une question qui s'adresse à vous quatre. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre des COP? Peut-être Camille Etienne, pour commencer? Bonjour. Déjà, juste en 2 secondes, merci, parce que c'est ma toute première. À chaque fois, on avait une malédiction. Je n'étais jamais en France au moment de la fête de l'UMA. C'est ma toute première fête de l'UMA et je suis juste encore, je suis fan du nombre de gens qui sont là pour nous écouter. Vous êtes incroyables. C'est fou. Waouh, bravo, vraiment. J'ai l'impression que quand on va sortir, on se dit, ça y est, en fait, on est majoritaire. Ça fait du bien, quand même, un peu. Juste sur la COP, alors, ce sera aussi ma toute première COP, finalement, année des grandes premières fois, où on va partir, là, dans quelques jours, en voilier. C'est un moment où les activistes prennent la mer. Je crois que juste avant, on était en direct avec la Flottille à la Liberté, à qui on pense très très fort. Encore une fois, qui partent vers Gaza. Donc, nous aussi, on va prendre la mer pour aller en direction de la COP. Et moi, j'ai grandi avec cet accord de Paris. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mon activisme, il y a 10 ans, je voyais les larmes de Laurent Fabius à la télé et j'avais cette naïve pensée de l'ordre de ça y est, les adultes prennent en main cette chose qui m'inquiète, quoi. Il y avait ce moment très fort, je sais pas si vous avez le souvenir des chefs d'État qui étaient là, qui scellaient comme ça un accord, vraiment des bonhommes en costume qui avaient une petite larme. On s'est dit bon, on a merdé toutes ces années, mais ça y est, ils sont en train de prendre la chose à bras le corps. C'était ça l'image de l'accord de Paris. Et petit à petit, c'était vraiment les 10 ans de la désillusion. Donc pourquoi est-ce qu'on a décidé d'y aller? Pourquoi j'ai décidé d'y aller pour la toute première fois? C'est parce que je crois qu'on vit un moment particulier où je sais pas si j'ai un souvenir d'avoir aussi peu entendu parler d'écologie, où le climato-scepticisme augmente, où rien que les 6 derniers mois, on a 43 reculs, vous vous rappelez, sur la question environnementale, alors que dans le même temps, mais la situation s'empire, littéralement. Il y a quelques semaines, on avait une étude qui rappelait que respecter les accords de Paris, les fameux 1,5 degrés, c'est officiellement impossible de le faire. Donc la prochaine étape devient les 1,51, puis les 1,52. Mais donc, on est tiraillé entre une situation qui se délite et en même temps, c'est le grand absent. On n'en parle plus, c'est plus présent, ça devient même presque insignifiant d'être anti-écolo. On le voit avec des mouvements politiques qui sont fiers d'être anti-écolo. Je pense que Trump a ouvert un peu la voie à ça, et ça me terrifie proprement. Et donc je me dis, on va reprendre l'idée on va s'inviter là où on nous invite pas, et donc on va montrer, on va aller exposer pourquoi ces COP-là n'ont pas fonctionné pendant toutes ces années. Il y a de plus en plus de lobbies qui sont présents, de l'énergie fossile, du plastique, des lobbies de la pollution chimique qui sont présents dans ces COP. Il y a plus de lobbies de l'industrie que de délégations d'État. C'est quand même complètement fou. On me dit souvent qu'on ne laisse pas des moustiques gérer la malaria. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc on a envie d'y aller pour 3 raisons extrêmement simples. La première, c'est les exposer. Exposer que c'est pas normal qu'ils prennent des décisions qui nous affectent. Ensuite, c'est de soutenir aussi les activistes qui sont en première ligne des conséquences du dérèglement climatique. Au Brésil, on part avec Amnesty International, sous leur égide, il faut quand même rappeler qu'au Brésil, c'est là où il y a le plus de morts par an quand on est activiste pour le climat. On risque notre vie chaque jour. Et la dernière chose, c'est peut-être aussi de se dire, on en parlait tout à l'heure en coulisses, c'est de se dire, là, on a essayé tellement de choses, on sait plus ce qui marche. Peut-être qu'il faut qu'on arrête la politique de la chaise vide et qu'on aille les embêter là où ils n'ont pas envie qu'on soit. Donc qu'on aille dans ces endroits-là. Si on s'inquiète du climat qu'une seule fois par an, on y sera et on va ramener cette question. À force de nos bras, on sera là à la COP et on comptera sur vous pour pas les laisser tourner les yeux 10 ans après. Lucie Pinson, la COP, vous en attendez quelque chose, vous?
Alors je pense qu'on ne peut pas ne pas en attendre quelque chose. En revanche, il faut bien replacer les COP dans le contexte. Les COP, c'est que des moments dans l'agenda climatique. La lutte, elle se gagne avant, elle se gagne pendant et elle se gagne après. Bien entendu, ce sont des espaces à investir parce que des décisions vont être prises, mais ces décisions, comme tout espace politique, ne sont que l'aboutissement d'un rapport de force. Et donc, c'est vraiment important de se mobiliser chaque jour en France et comme le font nos partenaires, les autres pays chez eux, pour influencer l'agenda des COP, et on sait bien que ça va être insatisfaisant. On le sait déjà. Et il faut rappeler qu'à la COP 21, c'était aussi le cas de la société civile. Nous avions décidé de nous mobiliser le 12 décembre, le jour de la signature de l'accord de Paris, parce qu'on savait déjà que l'accord qui allait être adopté, il allait falloir ensuite le faire appliquer, et que l'application, la tenue des objectifs ne dépendait que du rapport de force que la société civile allait par la suite engager jour après jour, et que cette pression, il fallait en aucun cas la lâcher. Maintenant, pendant cette COP, sur les sujets financiers, alors je vais faire un pas de côté parce que normalement je parle plus de finances privées, mais il y a 3 gros enjeux. Il y a d'abord la responsabilité historique des pays riches envers les pays les plus affectés par le dérèglement climatique et qui y ont le moins contribué. Donc là, on a mis, les pays riches étaient engagés il y a des années à verser 100 milliards aux pays en développement pour les aider à faire face aux conséquences du dérèglement climatique et les aider dans leur transition avec tous les guillemets qu'on peut y mettre écologique. Ils ont mis quasiment 15 ans à atteindre ces 100 milliards. Aujourd'hui, il faut tripler la somme. Et donc, ça va être le premier enjeu. Alors, ça peut paraître conséquent comme chiffre. En vérité, on sait bien que ce montant-là, il est très insuffisant, mais que le problème, c'est pas l'argent. L'argent, il y en a. Encore les banques privées, cette année, les 60 plus grandes banques au monde ont versé quasiment 3 fois ce montant aux industriels des énergies fossiles. Mais voilà le premier enjeu. Le deuxième enjeu, ça va être bien entendu que la France et l'Union européenne prennent des engagements forts à leur niveau en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre, puisque cette année, chaque pays doit rendre une nouvelle copie lors de cette COP concernant leurs propres engagements. Or, aujourd'hui, il faut rappeler le rôle délétère joué par la France dans les négociations qui sont en train de se jouer au niveau de l'Union européenne, puisque alors que certains pays poussent pour que l'Union européenne s'engage d'ici 2040 à baisser de 90% ses émissions de gaz à effet de serre, et donc s'engage de manière linéaire à prendre un objectif conséquent d'ici 2035, eh bien la France, au contraire, vise à la baisse l'objectif de réduction des émissions dans les négociations, aux côtés de la Hongrie, aux côtés de la Pologne, etc. Et enfin, peut-être le troisième objectif, c'est ces baisses d'émissions. Est-ce que on va vraiment les atteindre à travers des politiques de sobriété, en allant toucher les poches de consommation de notre budget carbone qui sont pas nécessaires, les ultra-riches, les yachts, etc. Ou est-ce que on va faire du business as usual et faire baisser les émissions arithmétiquement en achetant des crédits carbone? Et là, la question des crédits carbone est aussi à l'agenda de cette COP. Un marché appétissant, bien entendu, pour les acteurs privés, mais il s'agit de se battre pour que on aille chercher des vraies transformations du modèle de production et des baisses d'émissions dans le monde réel. Cécile Duflot. Alors d'abord, moi, c'est la beaucoup-ième fois que je viens à la Fête de l'Humain. Mais je pense que la première fois que je suis venue, en tout cas pour débattre, si je me souviens bien, c'était en 2008, c'était avant la COP de Copenhague. Et c'était plus compliqué de débattre des sujets climat à la Fête de l'Humanité. Donc je voudrais quand même, pour le coup, reconnaître le chemin parcouru, la convergence qui s'est faite entre les questions sociales et les questions environnementales. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors je partage évidemment l'insatisfaction que beaucoup d'entre nous ont à l'égard des COP, mais je pense qu'il faut jamais oublier une chose. Le problème climatique, c'est un problème de terrien. Peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous avons un problème de terrien, pas d'habitants du Nord. Ça ne veut pas se résoudre à un continent, on a un problème de terrien. Donc de façon assez logique, qu'on en débatte et qu'on essaye de trouver des solutions à l'échelle à laquelle ce problème se pose, c'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble de la planète, me semble pertinent.
Ensuite, je pense que c'est un moment très important, notamment exactement pour faire écho à ce qu'a dit Lucie, parce que la question du rapport entre les pays du Nord et les pays du Sud est particulièrement sensible sur la question climatique. Ce sont les pays du Sud qui sont les principales victimes, et dès aujourd'hui, du changement climatique, en étant absolument pas responsables. Il faut jamais oublier que toujours aujourd'hui, 51% des émissions sont le fait des 10% les plus riches de la planète. Cette situation-là, elle est historique, mais elle est aussi et toujours aujourd'hui. Donc on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a nécessité de réparation de cette dette écologique, c'est quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, le débat est en train d'évoluer, notamment grâce à l'initiative Bridgestone de la première ministre Mia Mottley, vers un débat autour de la justice. Et je pense, et je regarde le visage des gens qui sont en face de moi, qu'il y a aussi une question de justice générationnelle. C'est-à-dire que ceux qui vont devoir faire avec les conséquences du changement climatique ne sont pas du tout responsables, soit parce qu'ils n'étaient pas nés, soit parce qu'ils sont et qu'ils viennent de pays qui ont que très peu contribué à la situation dans laquelle on se trouve. Donc que ce débat-là se pose au bon niveau, c'est-à-dire au niveau international, même avec tout un tas de frustrations, je pense que c'est une bonne chose, et c'est une très bonne chose, Camille, de remettre de la pression sur la COP. Pourquoi ? Parce que si on se retourne un peu en arrière, l'accord de Paris, dont on va célébrer les 10 ans, il suit une grande COP qui avait mobilisé énormément d'activistes et qui avait été la première pendant laquelle il y avait eu une manifestation dans le monde entier, qui est la COP de Copenhague en 2009, qui se termine par un échec et d'ailleurs une espèce de douche froide, mais qui a créé une sorte de remobilisation collective dont je pense qu'une partie de cette mobilisation, de cette pression extérieure dont parlait Camille, a été utile pour aboutir au résultat de 2015. Mais c'est aussi, et ça a été très bien rappelé, un point de départ. C'est-à-dire qu'on peut regarder par rapport à 2015 où on en est. Mauvaise nouvelle, on n'a pas tenu les engagements. Nous les premiers, la France, mais surtout l'Europe. Et la France, en ce moment, joue un rôle qui est très négatif dans la préparation de la COP. Et il faut le redire, la France refuse de mettre des objectifs intermédiaires. La France freine dans les décisions européennes. Et ça, c'est pas acceptable. Donc là, nous tous, on a un rôle vis-à-vis de notre non-gouvernement pour que ce côté très négatif que la France joue dans les négociations internationales se termine. Parce que ça, on en a vraiment besoin. Et juste un dernier point, puisque Camille fait référence à la discussion qu'on avait, je suis devant vous comme une vieille écologiste. Donc évidemment, c'est plus confortable aujourd'hui de dire qu'on avait raison qu'à l'époque où on paraissait être des gens qui inquiétaient, mais on peut aussi se retourner en se disant, en fait, on n'a pas franchement réussi, quelles que soient un peu les méthodes, parce qu'il y a eu des tas de méthodes qui ont été employées de la part de différentes familles, que ce soit dans les institutions, avec des think tanks, en essayant de travailler au plus près des entreprises, avec de l'activisme, de la désobéissance civique. Force est de constater qu'on n'y est pas encore. Donc dans ce genre de situation, soit on baisse les bras, et moi je sens quand même cette petite tentative cette petite tentation chez certains de dire, de toute façon, foutu pour foutu, vivons comme on a envie de vivre, soit on se redit qu'on peut faire les choses différemment. Et c'est ce point-là sur lequel je voudrais terminer. Je suis pas la même aujourd'hui, notamment parce que j'ai eu l'expérience des politiques publiques. Qu'est-ce que ça veut dire faire l'encadrement des loyers ? Rien à voir avec le débat de ce jour, mais il va y avoir une grosse mobilisation pour éviter que l'essai en cours sur l'encadrement des loyers se termine avant la fin de l'année. Donc, petite parenthèse, mais il faudra une très grosse mobilisation sur ce sujet. Mais la leçon que ça m'a donnée, c'est que c'est possible. Des virages de politique publique importants, remettre de la régulation dans le prix, c'était possible. Et la deuxième leçon, merci, vous pouvez applaudir parce que franchement c'était bien. Mais dans cette leçon, il y a un truc intéressant, c'est que parmi ceux qui défendent le maintien de l'encadrement des loyers, il y a des maires de droite qui étaient des grands opposants à l'époque et qui ont dit, il faut reconnaître, en fait, sans ça, on s'en sort pas. Donc il faut accepter aussi que des gens fassent des pas différents. Et la question, c'est de savoir effectivement pas forcément d'où les gens viennent, mais où est-ce qu'on va aller ensemble. Et là, on a besoin de cette mobilisation générale. Dernière leçon qui va avec le Covid. Avant le Covid, si on nous avait dit qu'on allait mettre des millions de personnes en télétravail en 48 heures, mettre les avions au sol, tout ça, on n'aurait pas pensé que c'était possible. Donc le Covid a montré, avec plein de problèmes, avec plein de choses à revoir, qu'on pouvait faire des virages dans la politique publique
très très rapide et emmener des gens dans une direction différente très très vite. Je vais donner un exemple sur la transformation des pistes cyclables. Ça a été des trucs qui devaient prendre avant 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans. Ça s'est fait en une nuit, comme diraient certains opposants à la leur maire de Paris. Donc on peut le faire. Et c'est ça mon message, c'est de dire, si on arrive à trouver les clés de mobilisation, si on arrive à installer le rapport de force à l'égard de ceux qui ne veulent pas qu'on bouge les choses, on a la capacité collective de le faire. Et Lucie l'a dit, on a l'argent. Donc en fait, on sait comment il faut faire techniquement. On a l'argent. On a la possibilité d'emmener tout le monde et on peut le faire en maintenant la justice sociale. La question maintenant, c'est de créer ce rapport de force politique suffisamment large pour qu'enfin, on y arrive. Et Robert Votard, même question. Est-ce que les COP, vous en attendez quelque chose, vous aussi en tant que scientifique et membre du GIEC? Alors les COP, comme ça a été dit, on n'a pas grand-chose d'autre pour réunir tous les pays pour qu'ils discutent ensemble de la question climatique. Alors évidemment, quand on regarde un petit peu dans le passé, moi je vais être un tout petit peu plus optimiste, on va dire, que mes prédécesseurs. Union européenne, moins 35% d'émissions par rapport à 90. Bon. Les objectifs, c'est 55% en 2030, là, donc on n'y est pas encore. Et les objectifs, ils doivent être revus à la hausse. En France, on est aussi dans une dynamique de baisse, pas autant que ça, mais bon. Après, il faut bien voir aussi une chose, c'est que ces baisses, elles ont aussi été dues au fait qu'on a beaucoup délocalisé les émissions dans d'autres pays. Et ça, c'est pris en compte. Et si on prend ça en compte, c'est plutôt en Europe 20% de baisse que 35%. Donc, je voudrais quand même dire que les COP ont permis aujourd'hui à une soixantaine au moins de pays qui baissent les émissions. Bon, c'est pas assez, c'est de loin pas assez, mais il y a un mécanisme et on n'a rien d'autre aujourd'hui comme plateforme pour discuter. Alors évidemment, c'est envahi peut-être par d'autres organisations, mais il faut y voir là aussi peut-être le fait qu'il y a des choses qui se passent réellement. Il y a des investissements importants dans les énergies renouvelables, pas assez encore. Il y a des baisses d'émissions. Donc les choses, quand même, si on s'en donne les moyens, eh ben ça marche un petit peu. Ça devrait aller beaucoup plus vite. Et il faut continuer. Moi, c'est le message que je voudrais donner, c'est que il n'y a pas rien il n'y a pas rien qui marche. Il y a des choses qui marchent. C'est pas assez. Mais il faut continuer. Donc les COP font partie de ce système. Je ne suis pas hyper optimiste sur ce qu'on pourrait en attendre cette année, mais voilà, c'est un moment important. C'est le moment de la révision des objectifs nationaux cette année. Donc c'est tous les 5 ans et c'est quand même très très important. Il faut suivre ça de près et accompagner toutes celles et ceux qui y vont et qui vont lutter pour ça. Bon, alors on l'a dit, dans les discours politiques de l'extrême droite et des libéraux, dans leurs actes aussi, l'écologie et les écologistes sont devenus une cible. Cécile Duflot, on va reprendre un tour de table en commençant par vous. Comment est-ce que vous expliquez cette situation? Est-ce que c'est un vrai recul structurel ou est-ce que c'est un backlash, une réaction à un mouvement profond de prise de conscience et de volonté d'action? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on a avancé. J'ai pas dit qu'il s'est rien passé, mais il y a quand même une grosse part de nos baisses d'émissions qui sont liées à la désindustrialisation. C'est le seul secteur dans lequel on est vraiment très bien sur la trajectoire. C'est compliqué. Et c'est pas lié à la baisse des émissions dans un secteur industriel à niveau constant qui aurait écologisé ses process. C'est dû à la fermeture et au départ d'une grande partie de notre industrie. Donc je ferme cette parenthèse parce que faut essayer d'être objectif et d'être un peu honnête, parce que justement je crois que l'essentiel, et peut-être qu'il y a une part de responsabilité du côté des écologistes, c'est le lien avec les questions sociales. Je pense que on a souvent eu tendance à dire du côté des écologistes, il y a une urgence vitale pour l'espèce humaine, donc il faut intervenir, donc il faut agir, et un peu à se féliciter par exemple de la baisse des émissions du secteur industriel, mais si ça se fait au prix de plans sociaux énormes, de chômage, en fait, ça produit un peu de terreau pour ce fameux backlash. Alors, le deuxième, c'est qu'il est très alimenté. Il y a quelque chose de totalement cynique, hein. C'est très facile. J'allais dire que
l'extrême droite s'est construite sur la xénophobie, notamment le racisme vis-à-vis des immigrés. Elle a transmuté ça un peu en un autre ennemi de l'intérieur-extérieur que seraient les écologistes. Parce que ça marche, parce que ça peut être simpliste. Il suffit de dire non mais ils veulent vous enlever votre bagnole, voilà. Et si je suis honnête, parce que parfois les écolos ont tendu le bâton pour se faire battre. Je le dis avec toute la sincérité et l'humilité parce que je fais partie de cette famille depuis que j'ai 20 ans. Oui, il y a un certain nombre de moments où je pense qu'on n'a pas pu bien prendre en compte l'ensemble des impacts de certaines décisions ou de certains scénarios. Et donc je pense que la question pour moi essentielle, c'est vraiment maintenant de lier les questions sociales et les questions environnementales toujours et systématiquement. Alors c'est facile de le dire à la place où je suis parce que je pense que c'est le cœur du combat d'Oxfam. Oxfam, c'est une organisation qui luttait contre la pauvreté, les inégalités et qui s'est mis à prendre le climat en compte en se rendant compte que tous les efforts qui étaient faits, notamment à l'égard des populations du Sud, étaient balayés par les conséquences du dérèglement climatique. Donc c'est instinctif de mêler ces deux dimensions, mais je pense qu'il faut faire l'effort dans les deux sens en permanence. Et qu'on n'arrive pas. Donc à cet instant, je peux parler des Gilets jaunes. Ça a été présenté comme un des premiers mouvements fondamentalement anti-écolo, puisque la trajectoire d'augmentation du prix du carbone conduisait à augmenter le prix de l'essence que des gens mettaient dans leur voiture simplement pour aller travailler. Mais en fait, si on déconstruit un peu, pourquoi les gens étaient obligés de mettre de l'essence dans leur voiture pour aller travailler? Parce que l'augmentation du prix du logement, notamment en centre-ville, les avait poussés à habiter loin de l'endroit où ils travaillaient et donc à devenir dépendants de leur voiture. C'est bien pour ça que si on pense pas l'ensemble des sujets en même temps, on se plante. Et donc je crois qu'il faut, dans la réponse qu'on donne, donner une réponse qui est coordonnée systématiquement. Et à ce titre-là, je suis très heureuse de ce qui a été fait avec l'Alliance écologique et sociale, où on a travaillé ensemble avec les syndicats et les ONG environnementales, ou le Pacte du pouvoir de vivre, pour montrer qu'il y a un scénario qui prend en compte à la fois l'emploi et l'environnement, à la fois les générations d'aujourd'hui et celles de demain. Et je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Et c'est quand on arrive à créer cette histoire-là qu'on va réussir aussi à essayer d'affronter sans naïveté des ennemis qui défendent simplement leurs bénéfices et leur bout de gras, parce qu'ils existent. Et que donc là, c'est pas un anecdotique si Bardella se fait applaudir au MEDEF. Il y a un deal qui se fait de défendre les intérêts de quelques-uns. Et donc il faut pas être dupe de ça, et là je suis évidemment totalement d'accord avec ce qu'a dit Camille, et c'est historiquement l'organisation, l'alimentation d'un backlash écolo par ceux qui n'ont absolument pas intérêt à la réglementation et à des politiques de transformation pour préserver leurs intérêts, leur argent, leurs dividendes, c'est très documenté. Donc pas de naïveté, mais ça veut pas dire que parce qu'il y a ces ennemis-là, il faut pas nous aussi qu'on se dise que les solutions qu'on propose, elles intègrent toutes les dimensions, et y compris la dimension de justice sociale depuis le début. C'est comme ça, à mon avis, qu'on peut trouver une réponse à un réel backlash qu'on vit, et qu'on vit de manière un peu tétanisée. Alors qu'en fait, il faut se dire que moi, je viens à une époque où, effectivement, la première fois que je suis venue à la fête de l'humanité, il n'y avait pas de backlash contre les écolos, mais parce qu'on parlait pas beaucoup, et qu'on n'entendait pas beaucoup, et que c'était pas un vrai sujet, qu'on n'allait pas peser sur la réalité, que donc les écolos étaient pas dangereux, et des gens pas dangereux, vous n'avez pas besoin de taper dessus. Donc moi, je prends aussi ces attaques comme la perception qu'il y a une possibilité, justement, de mettre en œuvre un avenir très différent. Lucie Pinson, est-ce que vous êtes d'accord avec Cécile Duflot ? Alors oui, je suis complètement d'accord. Que dire ? Je sais pas, il n'y a pas d'autres questions, donc je brode à partir de ça. Non, sur le backlash. Non, mais voilà. D'où il vient ? Comment vous l'expliquez, alors, le backlash ? Clairement, aujourd'hui, on a des élites au pouvoir qui ont fait du climat comme ils font du marketing, comme ils lancent le dernier modèle iPhone. Donc, globalement, Emmanuel Macron, qui a été sacré champion de la Terre, a vu un intérêt à un moment à montrer patte verte. De la même manière que les banques également ont un moment été forcées, dans tous les cas, de donner des gages de leur action en matière climatique. Et donc, jusqu'à présent, on arrivait avec un discours purement axé sur l'écologie, au sens la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ce genre de choses, à activer un rapport de force et à avancer des victoires. Et des victoires, on en a eu quand même. On en a eu des grosses. On a quand même. Par exemple. Par exemple, on a quand même poussé les acteurs financiers français à arrêter de financer des centaines d'entreprises dans l'industrie du charbon, non pas parce qu'elles étaient risquées financièrement, mais tout simplement parce qu'elles développaient des projets charbonniers qui mettaient en péril l'avenir de l'humanité.
Donc c'était vraiment pas la logique financière qui jouait. On a encore dernièrement aussi quand même poussé le premier et deuxième financeur de Total, historique, donc BNP Paribas et Crédit Agricole, à ne plus faire d'obligation, donc à ne plus de fournir un service financier stratégique aux multinationales des énergies fossiles, pour Total, comme pour BP, comme pour Eni, comme pour Shell et tous les autres producteurs pétroliers et gaziers. Donc ça, c'est aussi une victoire très significative qu'on a pu obtenir. Maintenant, ce backlash, il est certain et il est aussi le résultat. Je suis d'accord avec Cécile sur le fait que, du coup, aujourd'hui, on ne pourra pas activer les mêmes leviers pour aller plus loin et qu'il va falloir forcément faire le lien avec les questions sociales, on y reviendra. Mais d'abord, pourquoi ce backlash ? Il arrive parce que l'écologie, ça devient gênant, ça touche aux structures de pouvoir, ça touche au partage de la valeur, et du coup, on devient vraiment là un caillou dans la chaussure qui n'est plus acceptable. Il faut comprendre que pour la question énergétique, par exemple, on a réussi, comme je disais, à pousser des centaines d'acteurs, enfin des acteurs financiers, à arrêter des centaines d'entreprises au motif qu'elles développent des projets dans l'industrie du charbon qui sont à l'encontre de l'objectif 1,5 degré. Si on réplique la même chose sur le pétrole et le gaz, et il faut dire que le lobbying qu'on a fait, nous, ONG, a marché, puisque l'arrêt de l'expansion du pétrole et du gaz est également porté pas seulement par les scientifiques du GIEC, mais par l'Agence internationale de l'énergie, par le groupe contre le greenwashing des Nations Unies, par énormément d'autres instances normatives qui influencent la tenue du débat dans les sphères financières et politiques. Et toutes aujourd'hui sont obligées de constater que oui, il faut arrêter l'expansion pétrolière et gazière. Sauf que là, on ne parle pas du charbon. Arrêter l'expansion du pétrole et du gaz, c'est pas seulement renoncer à tous les profits associés à Shell, à Total et compagnie, c'est aussi devoir passer inéluctablement par la transformation de tous les secteurs de la demande. Tous les secteurs industriels, le secteur des transports, etc. Et donc du coup là, on est sur un niveau de transformation qui est requis, qui forcément va à l'encontre des intérêts tels qu'ils sont distribués au niveau sociétal. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on a donc c'est pas récent, c'est à partir de 2022 qu'on a vu les acteurs financiers remettre en question leur responsabilité dans la lutte contre le dérèglement climatique et à rejeter aussi, bien entendu, leur rôle dans le désastre écologique. Pour le détricotage, il y a quand même le détricotage dont on a parlé au niveau européen. Aujourd'hui, il y a une attaque, un sabordage de toutes les règles du Green Deal en matière finance et climat. Eh bien, ce sabordage-là, alors d'abord, il faut rappeler qu'il vient pas de Donald Trump ni des élections européennes et nationales de l'année dernière. Hein. Le backlash vient bien d'avant. Donc, il a été, bien entendu, ce sabordage-là, il n'était que au programme des partis traditionnels de l'extrême droite. En revanche, il a été activé et mené par les partis que on considérait hier de l'extrême centre. Donc, par exemple, le bloc, on pourrait faire court, par le bloc libéral autoritaire. Et il a été activé dès 2023. C'est en 2023 que Macron a appelé à une pause réglementaire et que s'en est suivi ensuite les attaques contre le Green Deal. Et pourquoi cette attaque contre ces réglementations ? Eh bien, c'est parce que pendant des années, on a fait semblant de vouloir agir contre le dérèglement climatique et vouloir reprendre la main sur les financements. Et on le sait, la lutte contre le dérèglement climatique, elle impose de stopper les financements aux énergies fossiles, au secteur polluant, et de les rediriger intégralement vers les solutions, le tout en mettant en place des politiques de sobriété. Or, jusqu'à présent, on faisait comme s'il suffisait de mettre en place des mesures de transparence, d'information, pour activer
ce transfert de financement des secteurs polluants vers les solutions, puisqu'on le sait, les acteurs économiques sont tous des acteurs rationnels, donc une fois qu'ils vont avoir l'information en place, ils vont agir. Le Green Deal, c'est différent, parce que le Green Deal, c'est beaucoup de transparence aussi, mais pour la première fois, on va chercher les bonnes informations, on se dote des bonnes lunettes. Pour une fois, on n'est pas seulement dans une logique de gérer les conséquences du dérèglement climatique, mais on va chercher les informations sur comment les acteurs financiers eux-mêmes sont responsables du dérèglement climatique, des pollutions environnementales, des impacts sur les communautés. Et à partir de cette information, on construit un socle réglementaire qui impose également à ces mêmes acteurs des plans de vigilance, donc de réduire leurs impacts sur l'environnement, sur le climat, sur les communautés, quitte sinon à aller devant les tribunaux. Et donc là, on commence vraiment à taper dans le dur des modèles d'affaires des acteurs économiques et des acteurs financiers. Et c'est à partir de ce moment-là vraiment que là, les industriels ou le secteur financier a dit on siffle la fin de la récré, parce que jusqu'à présent, ça nous amusait d'avoir l'air d'agir sur le climat. Sauf que là, ce que vous allez nous demander, c'est pas seulement avoir l'air, mais c'est vraiment transformer radicalement ce qu'on est en train de faire. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a une alliance tout à fait classique entre le secteur industriel et financier et les élites qui nous gouvernent pour s'aborder tout ce qui allait être mis en place. Camille Etienne, on l'entend, il y a ce backlash, c'est aussi accompagné, ce backlash s'est accompagné ces dernières années aussi d'une répression du militantisme des écologistes. De quoi cette répression et ce backlash sont-ils le nom pour vous? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. Je pense que c'est parce qu'on commence à déranger. Et on pourrait voir ça comme un bon signe. On pourrait se dire que c'est cette phrase, je sais plus qui l'a dit, tout le monde s'en est revendiqué à un moment donné, mais c'est que d'abord on est ignoré, puis ensuite on est combattu, et enfin nos idées adviennent comme étant toujours été. Et quand on regarde l'histoire des droits et des libertés qui sont les nôtres, ça a toujours été un combat. Rien n'est dû, ça a été un combat qui continuera d'être. Donc dans les moments où c'est dur, on est entre nous, donc je peux me permettre d'être honnête et sincère, c'est dur. C'est un moment où on se remet en question en se disant mais merde quoi, on essaie depuis tellement de temps. On a tout essayé, on essaye les pétitions, on essaye de convaincre, on essaye de rentrer dans les institutions de l'intérieur, on essaye de désobéir contre elles, on essaye de saboter, on essaye tout et on se dit mais pourtant tout continue de s'empirer alors que ce qu'on fait c'est uniquement de dire on écoute la science, on écoute l'alerte unanime des meilleurs scientifiques mondiaux qui nous disent nous sommes en train de sortir d'une zone de sûreté pour l'humanité. C'est le fameux Stockholm Resilience Center, je le cite tout le temps parce que pour moi, seulement cette étude suffirait à ce qu'on soulève le pays. C'est-à-dire qu'ils ont établi 9 limites planétaires. Quand on sort de ces limites planétaires, on sort d'une zone de sûreté pour l'humanité. On en a déjà dépassé 6. Juste ça devrait suffire à créer un soulèvement. Et donc quand on a l'impression d'être seul à voir un tsunami qui arrive, enfin là on est 500 000, c'est pas mal déjà, mais par rapport au pays on pourrait considérer ça comme étant seul. Un tsunami qui arrive et que le reste à sa terrasse de café, c'est très troublant et moi ça me terrifie proprement. Une fois que ça s'est dit, c'est précisément dans ces moments-là où on doute qu'il faut tenir bon. Il faut pas oublier que la fatigue, que le découragement, c'est des stratégies qui sont aussi utilisées notamment dans des régimes même dictatoriaux pour empêcher un soulèvement. Donc il va falloir qu'on tienne sur la durée. Et je peux pas faire mémé Camille parce que j'ai dit moi que c'est mémé Cécile. Moi ça fait que 27 ans donc ce serait pas très classe de ma part, mais ce que j'ai l'impression d'avoir appris du peu de mon activisme déjà, c'est que rien ne se gagne sans le temps long. Les victoires qu'on a gagnées grâce à vous et dont je suis tellement fière. On peut parler des polluants éternels, c'est une plus grande crise sanitaire de littéralement de notre génération. Hein. C'est un scandale immense. On est qu'au tout début de découvrir ce que c'est. On a eu une des lois les plus ambitieuses au monde en France grâce à vous. On a gagné et ça s'est fait grâce à du temps long. Ça s'est fait parce qu'on n'a jamais lâché.
Et ça, c'est un exemple très concret sur l'exploitation minière des fonds marins. C'est pareil. En fait, je voulais juste vous dire ces deux exemples-là parce que ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que c'est parti d'une alerte. Soit pour les fonds marins, c'était des biologistes marins qui nous ont dit il y a ce truc-là quand même bien flippant et personne n'en parle, faudrait regarder. Sur les polluants Internet, c'est des personnes qui vivent près des usines et qui se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup de cancers et que c'est un peu bizarre, qu'il y a des cancers pédiatriques, qu'il y a des maladies d'Alzheimer qui explosent et qui comprennent pas et que quand ils essayent d'aller parler à leur mère, quand ils essayent d'aller parler à leur patron, en fait, ils sont pas écoutés. Donc quand l'alerte vient de la base et qu'on a l'impression que tous les vents sont contre nous. Sur les fonds marins, sur les PFAS, je peux vous dire qu'on s'est battu pour que ça existe, que la plupart des médias nous disaient oui, on en parlera une fois que la loi est votée, on va pas là, on est 6 mois avant, à quoi ça sert, on va pas. Et donc en fait, on s'est dit mais c'est pas grave, on va faire sans eux. En fait, on va s'organiser sans eux. On va le faire entre nous et on va faire émerger un sujet de manière avec tellement d'obsession qu'ils n'auront pas d'autre choix que d'y faire face. En fait, on va s'imposer, on va arrêter de demander la permission, on va arrêter de jouer avec tous les outils institutionnels, on va se dire on va imposer les sujets si bien qu'ils ne pourront plus détourner le regard. Et c'est dans ces moments-là qu'on a gagné. Donc, je sais que c'est dur, mais ne lâchez pas, parce que c'est quand c'est dur que c'est... et qu'on lâche pas, qu'on y arrive. J'ai fait pendant 18 ans du ski de fond. Il y a ce qu'on appelle la relance, c'est que on dit tout ce qui est clé dans la course, c'est la relance. C'est le moment où on galère dans la montée, on n'a plus de jambes. Mais mon coach il me disait toujours, les quelques pas que tu vas donner une fois que tu reviens sur le plat, en fait, c'est là que tu gagnes ta course. Et là, on est dans ce moment où on a les jambes cassées, où ça ne fonctionne plus. On se dit comment faire. On a tout essayé, on est encore derrière. On est dans la relance. Donc je vous en prie, ne lâchez pas. On a vraiment besoin de vous. Robert Votard, il y a une phrase qu'a dit Camille. Camille vient de dire, nous, on suit la science. Mais moi, je suis journaliste comme Jessica, on entend les discours politiques un peu partout, et on entend aussi les libéraux nous dire, mais non, c'est nous qui écoutons la science, les écologistes sont des anti-sciences, l'extrême droite dit la même chose. Elle est où la science? Qui la suit, la science, aujourd'hui? Alors, moi j'aime bien ne lâchez pas, parce que c'est vrai aussi pour la science. Hein. C'est fondamental à plusieurs titres. Il faut absolument que les jeunes continuent à arriver dans les sciences du climat. Ça, c'est la première chose. Continuer, c'est passionnant, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, c'est la communication de la science. Donc la communication de la science, ça peut être un petit peu frustrant parfois, ça prend du temps, ça demande pas mal d'efforts, mais on a face à nous de la désinformation massive aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça qu'il faut essayer de chercher une autre méthode. Là, il faut continuer, il faut que les scientifiques continuent à communiquer et amplifient cette communication, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, là, à la fin, c'est la physique qui aura raison de tout ça. Là, on a des débats, mais à la fin, c'est la physique qui aura raison de tout ça. Donc, je pense que moi, je voulais juste dire la même chose que Camille. Faut pas lâcher, c'est tout sur la COP. Alors le temps file avec vous. On a encore beaucoup de questions à vous poser, donc on va essayer. Je suis désolée, mais de faire des réponses un tout petit peu plus courtes pour pouvoir aborder tous les sujets importants. Vous avez pas mal parlé en fait des ennemis du climat, qui sont très organisés, qui se coalisent, qui disposent de moyens financiers, de relais dans l'opinion pour faciliter contribuer à façonner l'opinion publique. On va enfoncer une porte ouverte à la fête de l'humanité. La question, c'est de faire face au capital, en fait, qui investit massivement dans les énergies fossiles. Peut-être Lucie Pinson, vous pouvez nous expliquer en quelques mots l'arnaque du capitalisme vert? Je pense que normalement ici ça se passe d'explication, que l'écologie elle est forcément anticapitaliste, et je pense que d'ailleurs le fait aujourd'hui qu'on ait tant de débats sur la définition, ajouter toujours un adjectif pour qualifier l'écologie, et peut-être que déjà on est victime de notre propre succès, à savoir que le mot par contre a été est aujourd'hui utilisé par également les ennemis de l'écologie, mais du coup au risque, la conséquence c'est que ce mot est aujourd'hui galvaudé et plus très utile
dans le combat quotidien, et que peut-être qu'on gagnerait du coup à resserrer à chaque fois les discussions sur des combats extrêmement précis, en écho à ce que disait Cécile, qui touche directement le quotidien de la majorité de la population. Sur l'arnaque de la finance verte, on peut revenir tout simplement à 2015. 2015, la finance découvre le climat. Voilà, et à partir de ce moment-là, on entend que les banques, les assureurs, les investisseurs, de toute manière, ont intérêt à agir sur la question climatique, puisqu'il en va de leurs propres intérêts. Et tous, les uns après les autres, vont promettre de contribuer à la limitation du réchauffement à moins de 2 degrés au tout début, puis à 1,5 degré après 2018, après que les travaux du GIEC aient démontré que il y a un monde de différence entre une limitation du réchauffement à 1,5 degré ou qu'à 2 degrés, et qu'il est intolérable de viser autre chose que 1,5 degré. Sauf que on n'a pas transformé le cœur du réacteur, le cœur de la finance. On va globalement se contenter d'ajouter des nouveaux produits financiers qu'on va étiqueter comme étant verts ou responsables ou durables. Et donc déjà, il y a un premier problème, c'est que se pose la question de la définition du vert. Est-ce que le produit dit vert est-il véritablement vert? Lorsque BNP Paribas participe à une obligation c'est comme un prêt pour l'extension d'un aéroport à Hong Kong. Est-ce que on est vraiment sur une transaction verte quand il s'agit ni plus ni moins d'augmenter le trafic aérien, et que cette extension se situe en mer, en offshore, là où il y a les derniers dauphins blancs d'Asie? Peut-être que le mot vert est un petit peu exagéré. Donc il y a déjà un problème de la vérification de la responsabilité ou du caractère durable des activités financées par tout ça. Et bien entendu, le problème le plus fondamental, c'est que on ne fait qu'ajouter un nouvel étage au gratte-ciel, et qu'on ne touche pas à la fondation de la finance qui reste ancrée dans un modèle extractiviste fondé sur l'exploitation des ressources, des écosystèmes et des humains. Et donc ça, c'est vraiment caractéristique de la finance verte. On a aussi des acteurs qui vont s'enquérir de la chose climatique vraiment dans une logique de sauver leurs propres fesses, de passer entre les gouttes des impacts du dérèglement climatique, et le meilleur, tout en continuant eux-mêmes d'aggraver la situation. Le meilleur exemple là-dessus, c'est AXA. C'est les assureurs. Aujourd'hui, on est dans un contexte d'aggravation du dérèglement climatique. Les dommages liés aux événements climatiques extrêmes coûtent de plus en plus cher. On passe chaque année la barre des 100 milliards, qui est une barre un peu symbolique dans le secteur assurantiel, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, ce n'est plus tenable pour le secteur d'assurer ce qui était auparavant assurable. Et donc, on a dans ce contexte-là, pourtant, un assureur, AXA, qui continue d'assurer le dérèglement climatique en rendant possible le développement de nouveaux projets fossiles, parce qu'il faut savoir qu'aucun nouveau projet fossile ne peut se développer sans couverture d'assurance, et que AXA aujourd'hui continue de rendre possible le développement de grands projets fossiles. Et il a cette année, enfin en 2024, marqué le plus grand bénéfice de son histoire. Plus grand bénéfice de son histoire. Comment ça c'est possible alors qu'on a une aggravation du dérèglement climatique et des dommages financiers associés? Il est possible de faire le plus grand bénéfice de son histoire. Eh bien, tout simplement parce que AXA, dans le même temps, fait deux choses. Il augmente les primes d'assurance liées aux dommages, ce qui fait qu'en France, on a 1500 collectivités qui ont du mal à s'assurer, et que on a un nombre croissant de personnes, d'agriculteurs, mais aussi d'autres secteurs d'activité qui ont également du mal à faire face aux impacts du dérèglement climatique et à trouver une assurance pour les couvrir. Et dans le même temps, AXA a fait autre chose, tout simplement fuir certains risques. Comme aux États-Unis, on sait que si vous habitez sur la côte californienne, eh bien vous ne trouvez plus d'assureurs parce que tous les ans il y a des méga feux, et donc les assureurs décident de se déserter. Donc on a cette arnaque-là d'acteurs financiers qui d'un côté continuent d'aggraver le dérèglement climatique,
tout en faisant juste en sorte de sauver leurs intérêts financiers en se protégeant des impacts de celui-ci. Alors, face à ces ennemis, face à leurs moyens, leurs arnaques, comment on s'organise pour transformer le rapport de force? Comment on trouve cette relance dont vous parliez, Camille Etienne? Ouais. Oui, c'est vrai que c'est moi. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, je pense que ce qui est en train de se passer là, c'est on parle moins d'écologie et ça me terrifie proprement et on va se battre pour ça. Mais peut-être que ce qui est en train de se passer, c'est aussi parce que ce mouvement climat, enfin, c'est-à-dire que la génération climat, comme on titrait, les grandes marches, etc., on est nombreuses à s'être aussi politisés et à s'être rendu compte que c'était pas qu'une question de sauver les dauphins dans la Méditerranée en laissant mourir des migrants. qu'on n'allait pas pouvoir s'atteler à la question climatique de manière sérieuse si on ne faisait pas une question de justice sociale. Et ce que je trouve fascinant, et je veux vraiment rappeler ça ici aussi, c'est peut-être que c'est en faisant ces liens qui ne sont pas si attendus que ça. Ou en tout cas, je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation agricole, par exemple, les médias, enfin pardon, BFM, pour citer, ou Pascal Praud, adorent nous mettre les uns contre les autres et à dire, bah regardez, ou les gilets jaunes, ou à dire, regardez, ils sont contre les écolos. Et je pense que ce qu'on peut faire, c'est leur tordre le bras, tordre le bras, on dit ça l'expression, leur tordre le bras, en faisant des alliances avec justement ce que j'ai trouvé puissant lors de la loi du plomb, c'était de dire, nous on est allé voir des agriculteurs qui étaient pas que en bio, qui étaient des éleveurs de cochons en Bretagne, qui étaient et de dire mais en fait on a tellement plus de choses en commun qu'on pourrait défendre. C'est ce qui s'est passé le 10 avec le mouvement Bloquons tout quand on était aussi sur des piquets de grève. Et je pense que là, ce qui est en train de se passer, on peut montrer ces alliances-là. Donc je voulais juste rappeler, au cas où on n'aura pas le temps de le dire après, que j'espère que ici, je suis pas très inquiète, mais essayer de convaincre des amis pour qu'on soit hyper nombreux le 18. Il faut vraiment qu'on fasse 18 une date immense, et qu'on rappelle, je rappellerai à chaque fois que j'aurai un micro, qu'il n'y aura pas de stabilité dans ce pays tant qu'il n'y aura pas de justice. La question climatique est une question viscéralement de justice. Sinon, on n'est pas sérieux. Et on peut, au vu des enjeux, qui sont littéralement, encore une fois, rester dans une zone de survie pour l'humanité, on ne peut pas se permettre de ne pas être sérieux. Pour être sérieux, on doit en faire une question de justice sociale. On doit rappeler qu'aujourd'hui, ceux qui sont le plus responsables sont dans des tours dorées qui les empêchent de voir les conséquences de leurs propres actions, et que donc on va s'allier, qu'on va les surprendre, et que c'est ça peut-être la relance. Cécile Duflot. Je pense que c'est évidemment ça qu'il faut qu'on fasse, c'est d'abord qu'on baisse pas les bras et ensuite qu'on les surprenne. Depuis André Gorz dans les années 70, qui a extrêmement bien expliqué, mais vraiment c'est indépassable, à quel point le système capitaliste produit de la crise écologique par son essence même. Mais on peut maintenant aussi dire que ce même système produit des inégalités. Il est incapable de s'autoréguler. Donc on arrive à un système aujourd'hui où des multimilliardaires concurrencent la démocratie par l'accumulation de richesses dont ils ont fait preuve. Mais le système démocratique aujourd'hui est mis en échec par ce niveau d'inégalité et par la question climat, parce qu'il n'arrive pas à se projeter dans le moyen long terme. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il y a eu comme grand moment dans l'histoire où on a pu inverser des tendances? Et la vérité, c'est que ces moments d'inversion de tendance ont été le fait de deux choses. Un, des grands mouvements populaires non violents, extrêmement massifs. Et deux, un débouché politique qui, sous la pression de ces mouvements, a été capable de mettre en œuvre des régulations, des transformations démocratiques. Et c'est facile de le dire ici à la fête de l'UMA, mais j'ai déjeuné à midi à côté de l'histoire d'Ambroise Croizat. Honnêtement, si les militants des années 20-30, on leur avait dit ce que ça allait être réellement la sécurité sociale, ils auraient trouvé ça utopique, idéal, mais ils n'auraient pas imaginé que ce soit possible quand même à ce point-là. C'est-à-dire que même nous, je pense qu'on s'auto-censure. Et ce que je veux dire, peut-être d'un peu moins évident à entendre, c'est que si on arrive à faire ça, donc oui, je rejoins ce que dit Camille, il faut qu'on soit extrêmement nombreux le 18, parce que là, il y a vraiment l'idée d'essayer de faire peur, et on l'a vu notamment dans la manière dont les forces de police ont été drivées, décidées, les choix qui ont été faits pour essayer de faire peur et d'éviter
cette mobilisation massive, parce que je faisais référence aux Gilets jaunes. Les derniers à avoir obtenu 17 milliards et une inflexion de politique, c'était les Gilets jaunes. Et malheureusement, ça ne s'est pas traduit en un débouché politique. C'est ça, pour ça que je dis que les deux doivent être liés. Il faut absolument qu'il y ait cette mobilisation massive, parce qu'elle fait pression, parce qu'elle fonctionne. Lucie l'a très bien raconté, si les banques ont commencé à prendre un virage, que ce soit sur le charbon et certains sur d'autres sujets, c'est aussi sous la pression de leurs salariés, leur pression de leurs clients. Et donc ils se sont dit, on est un peu coincés. Donc ça fonctionne. Enfin, il y a plein de choses qui fonctionnent. En revanche, il n'y a pas une seule chose qui fonctionne. Je le dis en souriant parce que quand on est Mémé Cécile, on rencontre très régulièrement des générations d'écolos qui ont trouvé la clé, le truc que ces débiles de vieux n'ont pas fait et que nous on va faire, et vous allez voir, tout va changer. Notamment, il y a eu un moment massif de désobéissance civile. Vous connaissez les histoires des jets de soupe, de tout ça, en disant ça va faire réagir les gens. Ça n'a pas marché. Et moi, je dis les choses de manière très humble. Je dis jamais que c'est une mauvaise idée, parce que vu que ce qu'on a fait pour l'instant, ça n'a pas été un franc succès, je vais pas dire ce truc-là, c'est débile. Mais force est de constater avec le temps qu'il n'y a pas un truc nouveau qu'on n'aurait pas essayé. Et que si on regarde l'histoire longue, ces mobilisations populaires très larges, donc avec des intérêts parfois pas toujours convergents, avec la nécessité de compromis, c'est quand même, ça reste le plus efficace. Mais que la suite, c'est le débouché politique. Parce qu'à un moment ou un autre, si on veut être conséquent avec tout ce qu'on dit, il faut que ces régulations extrêmement puissantes à l'égard des acteurs privés existent. Et il faudra faire avec eux. C'est ça le moment moins fun. C'est bien sûr qu'il faudra un moment dire au système bancaire, alors ça, c'est plus possible. Et voilà comment on va le faire. Ça vaut pour l'industrie. Je disais, moi je préfère que les usines, elles divisent par 3 leur consommation et leurs émissions, plutôt qu'elles se barrent en Chine, en Inde ou en Roumanie. Je le dis franchement. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler aussi avec les industriels. Donc comment on crée cet arc extrêmement large et qui, à mon avis, déborde le paysage politique, qui va avec les activistes, avec la société civile, avec les syndicats, et qui dit, voilà, on se lance dans cette aventure-là, comment on y arrive, comment on crée ce débouché politique. Pour le coup, s'il faut répondre à ton interrogation tout à l'heure, je suis très optimiste. Je pense que l'attention profonde dans ce pays, c'est une attention et c'est une volonté de justice sociale. C'est pas du tout, si on regarde les études des sociologues, ce pays n'est pas un pays de racistes, ce pays n'est pas un pays, je vais m'arrêter, n'est pas un pays anti-écolo, simplement il a peur, parce que la situation internationale est extrêmement difficile. 2, il sait pas par quel bout prendre le problème, et il sait bien que c'est pas lui tout seul, en arrêtant de prendre sa voiture, s'il peut plus aller travailler sans prendre sa voiture, qui va s'en sortir, et qui a besoin de politiques publiques. Et je pense que donc, la solution, c'est la régulation par des politiques publiques démocratiques, très volontaristes, et qui mettent au cœur de leur logiciel la justice sociale. Et c'est comme ça qu'on peut gagner, mais il faut se dire que cet horizon, il existe. Parce que si cet horizon, il n'existe pas, y compris nous, on se ment entre nous, parce qu'on se dit on va y arriver, et puis bam, on se prend le corps nu. Alors c'est extrêmement frustrant pour nous tous. On va bientôt terminer cette table ronde. Il nous reste très peu de temps. Et si on ne tient pas les délais, c'est nous qui allons nous faire engueuler. Donc on sera intraitable avec nos invités. Il nous reste donc quelques secondes. Une intervention chacun très courte. La question qu'on... Voilà, on parle ici avec des défenseurs de l'écologie. Qu'est-ce que vous diriez chacun, en quelques mots, à les personnes qui sont aujourd'hui pas convaincues, qui ne votent pas pour des politiques et des programmes qui défendent ce que vous défendez? Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire en quelques phrases? Et je vous préviens, on sera intraitable. On commence avec Camille Etienne. Non, pas Camille Etienne, elle réfléchit. Robert Votard, vous êtes le seul à pas faire nom de la tête, donc c'est pour vous. Bon, moi je dirais, faut continuer bien sûr tous les engagements pour le climat. C'est l'amélioration de notre cadre de vie qui est en jeu. C'est la justice sociale qui est en jeu également. Je voudrais dire juste un dernier mot sur attention à la polarisation des débats. Actuellement, c'est dans l'intérêt des politiques de polariser les débats et des médias aussi. Donc non, la transition, c'est pas un effort colossal ni punitif. Ce n'est pas non plus un chemin facile. Ça demande des réorganisations. C'est important et à la fin, on aura des bénéfices en termes de justice, en termes de santé. Beaucoup en termes de santé, c'est très important. Aujourd'hui, on a déjà une qualité de l'air qui s'améliore malgré tout dans nos villes, et c'est très important de le dire. Quand on fait ces efforts-là, ça fonctionne. Voilà. Lucie Pinson. Alors j'ai beaucoup dit dans le passé que le climat c'était la bataille du siècle, la mère des batailles.
J'en suis plus aussi sûre aujourd'hui. Et je pense que tout le monde doit avoir en tête qu'il ne s'agit pas seulement de se mobiliser pour le climat, que les ennemis du climat, c'est aussi les ennemis des libertés civiles, de notre droit à la mobilisation, d'expression, à la presse, notre liberté de religion et autres. On voit que les attaques aujourd'hui contre ces libertés civiles sont massives et que c'est peut-être demain tout simplement notre capacité à vivre dans un semblant de démocratie. J'ai jamais été considérée que vraiment j'étais en démocratie parce que les lois qui passaient, personne m'avait demandé mon avis. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut utiliser ce gros mot et dire que si on veut pas que l'histoire se répète, on a intérêt de se mobiliser et de bien prendre conscience que les adversaires du climat sont aussi ceux qui sont en première ligne des attaques contre les personnes racisées et contre les libertés civiles. Merci Lucie Pinson. Cécile Duflot, en quelques phrases. Juste une phrase. On l'a beaucoup entendu et je l'ai beaucoup dit. Donc moi, en fait, maintenant, je veux plus résister, je veux plus ne rien lâcher, je veux plus me mobiliser. J'en ai marre. Je dis simplement, parce que je pense que c'est possible, que je veux qu'on s'organise et je veux que nous gagnions. Et le mot de la fin sera pour vous, Camille Etienne. Je dirais juste qu'on n'est pas condamné à ce qui nous arrive et qu'on ne peut pas savoir à quoi ressemble un peuple qui se soulève tant qu'on ne l'a pas essayé. Donc peut-être que ça peut être le 18 seulement un début, mais un grand début. J'espère vous y voir. Merci beaucoup. Merci Cécile Duflot, merci Camille Etienne, Robert Vautard, Lucie Pinson d'avoir participé à cette table ronde. Et merci à vous tous de l'avoir suivi ici à l'Agora ou sur notre chaîne Twitch. Merci. À bientôt, au revoir.